Pascal Desrochers. Bonjour, Monsieur Desrochers. Bonjour. Donc, les premiers éléments écartent finalement la thèse de l'attentat. On parle plutôt d'un possible accident. Les lumières qui s'éteignent sur ce navire-là, il est à la dérive, on a envoyé un signal de détresse. Tout ça s'est fait très rapidement, là. Absolument. Et les premières informations tentent de démontrer que le navire aurait probablement souffert d'une panne généralisée, dans notre jargon, on appelle ça un blackout. Perte de machine principale, de gouvernail et de génératrice qui fournit l'électricité au navire. Les premières informations, ça semble être ça. Les images sont troublantes. D'ailleurs, je veux profiter de l'occasion pour offrir mes pensées qui vont aux victimes de cet incident-là et à leurs familles. Les images étaient troublantes ce matin. Mais je veux aussi en profiter pour rassurer la population. Il y avait beaucoup de gens qui étaient inquiets de prendre les ponts ce matin. Nos infrastructures qui traversent le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Montréal, il y en a 4 en fait, et elles sont bien protégées. C'est ce qui m'a frappé le plus lorsque j'ai vu les images de la collision à Baltimore. C'était le peu de structure pour protéger les piliers du pont, que la proue du navire puisse se rendre si près comme ça et entrer en collision directement avec le pont. C'est ce qui m'a surpris le plus. Ah oui, parce que chez nous... pardonnez-moi, mais chez nous, donc, il y a une espèce d'enrochement autour des piliers. C'est le cas dans toutes les structures donc, qui traversent le fleuve Saint-Laurent au Québec, monsieur Desrochers? Oui, chaque structure est différente, mais entre Québec et Montréal, si on prend les ponts à Québec, les piliers du pont sont en rive, sont très, très loin du centre du chenal de navigation, sont difficilement accessibles pour des navires. Le pont de Trois-Rivières a été problématique par le passé. Il y a eu des études qui avaient été faites dans les années 70 qui l'avaient identifié comme étant une structure très fragile. D'ailleurs, le pont de Trois-Rivières est semblable un peu à celui de Baltimore, oui. Un pont à arche. Par contre, les piliers ont été enrochés au milieu des années 80 pour justement prévenir les collisions avec les navires. Alors, il y a d'énormes enrochements qui préviennent le contact avec un navire. Dans le cas du pont Jacques-Cartier, par la suite, qui est le dernier de ma circonscription, lorsqu'on va du côté de la voie maritime, bien là, on a affaire à des navires qui ne se comparent pas en taille avec le navire qui a eu l'incident à Baltimore. Donc, les forces d'impact sont amoindries d'autant. Et les navires procèdent aussi à vitesse réduite. Normalement, on va passer sous le pont Jacques-Cartier, en direction de la voie maritime, à des vitesses d'environ 6 nœuds. Alors, les forces d'impact, on n'a aucune commune mesure avec ce qui s'est produit à Baltimore. Bon, c'est vous qui connaissez ça, les vitesses. Justement, le gouverneur Westmore parlait de 8 nœuds vitesse à laquelle circulait ce cargo. Est-ce que c'est rapide, ça? Non, ce n'est pas une vitesse rapide. Par contre, je ne connais pas le lieu spécifique où l'incident est arrivé. Dans leur réalité, avec les courants, la marée, la géomorphologie de leur secteur de pilotage, je ne pourrais pas me prononcer au niveau de la vitesse, mais de prime abord, une vitesse de 8 nœuds, c'est pas une vitesse excessive, loin de là pour un navire. On le disait ce matin, donc les pilotes du Saint-Laurent prennent finalement la roue des navires qui viennent naviguer parce que la navigation dans des fleuves avec les courants, il faut vraiment connaître le cours d'eau. Il semble que c'était le cas aussi à Baltimore. Une fois que le bateau perd finalement son électricité, son courant, sa propulsion, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'une manœuvre aurait pu finalement éviter le dérapage d'un cargo comme celui-là qui mesurait 300 mètres, nous dit-on, et qui était chargé? Ouais. Elles ont certainement été tentées. Le premier réflexe, lorsque la collision devient imminente, c'est d'utiliser les 2 ancres du navire pour soit amorcer une embardée vers un danger moins important. Par exemple, pour tenter de faire échouer le navire au lieu d'aller percuter une structure. Ça peut être une solution de déployer les 2 ancres pour freiner le navire. De ce que je comprends, ces mesures-là auraient été prises par le pilote qui était à bord, de déployer ses ancres pour essayer de perdre son air le plus possible. Ensuite, de contacter les autorités pour faire fermer le pont. Les informations que je possède, c'est ce qui aurait été fait aussi, c'est ce qui aurait probablement permis de minimiser les pertes, les vies humaines qui ont malheureusement été perdues. Par contre, si ces mesures-là n'avaient pas été entreprises à temps, probablement que en tout cas, le potentiel de dégâts aurait été beaucoup plus grand en termes de blessures et de pertes de vie. Vous pilotez des navires, des bateaux, M. Desrochers, de voir ces images-là et le pont qui tombe, ça a dû vous frapper ce matin-là?
Ah, absolument, ce sont des images terrifiantes. Je compatis avec mon confrère qui est à bord de ce navire-là. La situation est épouvantable. Et probablement et malheureusement, au point où ça s'est produit, il y avait probablement peu de contrôle sur la suite des événements. Et le dernier rempart, ben, c'est des protections adéquates des structures. Et ce qui semble pas, en tout cas, les images me portent à penser que ce n'était pas le cas de ce pont-là, qui n'était pas adéquatement protégé. Alors, heureusement, puis je vais encore revenir sur ça pour rassurer vos auditeurs, là, nos structures ici sur le fleuve sont bien protégées pour prévenir ce type d'incident-là. Merci beaucoup, Pascal Desrochers. Très éclairant. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.